Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle émission avec à mes côtés une personnalité haute en couleurs, multicarte, mannequin, styliste, animateur télé, figure emblématique des soirées Jet Set. Bonjour Vincent McDoom, tout va bien? Oh, merci infiniment. Ça va très très bien. Il fait chaud. Ben, ça Oui, c'est bien. en Auvergne aussi. Donc on va revenir comme à chaque fois dans cette émission sur les grands moments de votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, il y a des études de mode qui vont vous conduire jusqu'aux plus grandes maisons, Paco Rabanne, Guy Laroche, Louis Vuitton. Quels souvenirs vous gardez de ces années? Quel souvenir? C'est tous les personnes que j'ai rencontrées, parce que c'est important les rencontres dans la vie, parce que ça peut forger, tu vois, ta personnalité, ça peut aussi t'aider à décider dans quelle direction tu as envie d'y aller. Et sur moi, j'ai rencontré des personnes vraiment, vraiment formidables. J'ai eu la possibilité de rencontrer Monsieur Saint-Laurent, Monsieur Rabanne. Je travaillais à côté de Marc Jacobs. Ça m'a fait super plaisir. Des personnes comme Angelo Talazzi, j'ai travaillé avec, Olivier Guinan et Andre Walker, plusieurs personnes. So, pour moi, je garde que de belles souvenirs, en fait. Et après, donc vous vous lancez dans les relations publiques. Comment s'opère cette reconversion? Wow! Pendant le moment, j'ai assisté Marc Jacobs, qui était le directeur artistique chez Louis Vuitton. Je rencontrais quelqu'un qui me dit, mais Monsieur McDoom, vous avez une belle carnet d'adresses. Ça sera bien de mettre cette carnet d'adresses-là, tu vois, au profit d'une boîte de nuit, en fait, qui s'appelle Man Ray à l'époque. Et c'est un monsieur qui s'appelle Thierry Clémineux qui faisait toutes les grandes soirées parisiennes à l'époque. Et malheureusement, nous n'avons plus les grandes soirées parisiennes qu'on le faisait Hmm. auparavant. Et Thierry Clémineux qui faisait, si vous voulez, les avant-premiers des grands films, tu vois, avec Leonardo DiCaprio avec Virginie Ledoyen, avec Rosanna Arquette et tous ces grandes stars de l'époque, en fait. Hmm. Et il m'a demandé de venir travailler avec eux en tant que relations publiques et c'est ce que j'ai commencé à faire avec lui pendant un an, 2 ans. Je l'ai fait ça, oui, effectivement. D'accord. Donc après, il y a l'aventure télévisuelle dans les années 2000 avec Paris Première. Là, vous devenez célèbre pour avoir été donc le premier homme en garde-robe féminine à la télé, entre autres, hein, avec vos talents d'animation. Oui, mais ça c'est arrivé par hasard parce que en fait, quand je travaillais au Man Ray, tous les vendredis soirs, il y a eu la grande soirée de week-end et il y a un monsieur qui travaillait pour la Libération qui venait souvent, qui s'appelle Eric. Euh, et lui, il faisait La Nuit Blanche, une chronique qui s'appelle La Nuit Blanche dans Libération. Hmm. Et moi, j'étais une des personnages de sa chronique. Et je lui ai proposé de faire il a fait un court-métrage et il a présenté le court-métrage, si vous voulez, en collaboration avec Paris Première au Man Ray. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui va changer le cours de ma vie. C'est une jeune demoiselle qui était la directrice de programme de Paris Première à l'époque, qui s'appelle Sabrina Azulé. Et elle avait dans la tête de remettre au goût du jour les métiers de speakerine qui Hmm. avaient longtemps disparu, en fait. Et elle voulait vraiment remettre ça au goût du jour à Paris Première. Et elle m'a demandé de venir faire un casting. Elle m'a pas dit exactement de quoi s'agit-il en fait. Elle m'a tout simplement demandé de venir à un casting. Le lendemain, je suis allée au casting et en fait, c'était pour être speakerine à Paris Première que j'ai eu le travail, bien évidemment. Hmm. Donc 2004 est une année importante pour vous puisque c'est la participation à la ferme célébrité. Là, vous faites sensation et vous décrochez une énorme popularité. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cette expérience? Wow! Paris Première, c'était une chaîne de télé qui était quand même assez exclusivement très parisienne, Oui. très, tu vois, avec la culture parisienne et tout ce qui va avec, en fait. Un peu vraiment beau chic, beau gens. Et TF1, c'était une chaîne qui était très populaire. Donc, moi, après 3, 4 ans chez Paris Première, Sabrina Azulé, elle est partie, un nouveau directeur est arrivé, mais il ne savait pas comment utiliser qui j'étais en fait. Il m'a demandé de faire le métier pendant un moment et moi je voulais faire autre chose aussi, mais moi j'avais une exclusivité avec la chaîne et il m'empêchait d'avancer en fait. Or j'avais pas vraiment d'autres choses à faire à la chaîne
parce qu'il ne trouvait pas une chose adéquate à me faire me donner à présenter. Sauf finalement, je lui ai demandé de me libérer de cette contrat et pendant un mois, 2 mois, je faisais rien du tout. Et après, j'ai eu un coup de fil d'une jeune femme. C'est toujours une femme qui change le cours de ma vie, en fait, qui s'appelle Angelique Sansonetti, qui travaillait chez Endemol à l'époque. Et TF1 a eu l'idée de mettre à la télé française une émission qui marchait très bien à l'étranger, en fait, qui s'appelle La Femme Célébrité. Et ils m'ont demandé de venir faire un casting. Je suis allée au casting sans savoir si j'allais être prise ou pas prise, en fait, dans cette émission-là. Et quelques semaines après, mon nom a été, si tu veux, comme ils disent maintenant, leak dans la presse, tu vois. Et mon nom, je faisais la une de tous les magazines en train de dire que je rentrais dans cette émission. Et la chaîne m'a demandé de le faire. So, moi, je suis rentrée. Et là, ben, écoute, ça va me donner quelque chose de magnifique, en fait, qui est une certaine popularité, en fait, que c'est une popularité que j'ai jusqu'à aujourd'hui, en fait. Oui, et puis la mayonnaise a bien pris entre les candidats. Enfin, il y avait vraiment un casting de rêve. Parce que le casting était vraiment un casting éclectique, en fait. Un casting où personne n'était pareil. Tout le monde était différent. Tout le monde avait un caractère bien à eux. Parce qu'il y avait à l'époque, je me rappelle, Massimo Gardia, Mia Fry, une fille qui s'appelle Ticia, Hilario Calvo, Mousse Diouf, Pascal Olmeta, Elodie Gossoin, Evangélie, tu vois, il y a eu Daniel Gilbert. Sébastien Moura, Daniel Gilbert, moi-même, il y a eu des personnes qui étaient tous vraiment très différents, en fait. Et la chaîne ici attendait pas que ça allait prendre, mais la chance que nous avons eue à l'époque, en fait, c'est la chaîne a créé une chaîne en continu, en fait, sur le net, en fait. Sur les gens, ce que les gens n'en rattrapaient pas sous les 1 heure ou 2 heures qu'on donnait sous TF1, tu peux suivre toutes ces choses-là sur le net 24 heures sur 24 heures, en fait. So, ça a beaucoup aidé l'émission, en fait. Et c'est devenu l'émission la plus regardée de France, avec quand même 12 millions de téléspectateurs. Quelle émission fait 12 millions de téléspectateurs? Aujourd'hui, c'est plus dur. La seule personne qui fait 12 millions de téléspectateurs, c'est quand Emmanuel Macron, ils viennent adresser, tu vois, la population française, parce qu'il y a eu un problème, et pendant le Covid, ils donnent des informations comme ça. Mais aucune émission fait ce genre de choses-là. On faisait 12 millions de téléspectateurs en Prime et en Access Prime, on faisait 8 millions de téléspectateurs. Maintenant, quand tu vois une émission qui fait 600 000 téléspectateurs, chez Jean-Marc Morandini, ils nous disent que ça a bien marché. Donc, vous sortez dans la foulée votre autobiographie, L'homme que je suis, et là, le public découvre votre enfance difficile et d'autres facettes de votre personnage. En fait, en sortant de cette émission qui m'a rendu populaire, en fait, la maison Michel Lafon, en fait, suivent des personnalités atypiques, en fait. J'ai eu un coup de fil de la maison Michel Lafon qui m'a demandé si je voulais écrire et raconter, tu vois, ce que j'ai vécu de mon enfance, en fait. Et je lui ai demandé si c'est possible de ne pas parler de le fait que je suis connu. Il faut arrêter au moment où je devienne connu, mais que les gens apprennent à connaître qui je suis réellement et le parcours difficile que j'ai eu en tant que garçon efféminé, parce que c'est pas facile d'être un garçon efféminé, et c'est quelque chose que je dis tout simplement. C'est pas facile d'être Vincent McDoom, parce que, en fait, de chercher de travail en France, c'est pas facile pour un garçon efféminé, où tu as des travails qui sont en fait, tu vois, on veut que tu travailles dans une boîte de nuit, on veut que tu fasses la folle sur une scène, tu vois, mais si tu as envie d'être un acteur posé, un acteur qui tu vois, dans une vraie série télévisée, dans un film, c'est vraiment très difficile, en fait. Sauf pour moi, je voulais que les gens apprennent à connaître qui je suis, qu'est-ce que je traversais, où je traversais, d'où je viens, pour qu'ils puissent mieux comprendre la personne que j'étais, en fait. C'est pour ça, le nom de mon livre s'appelle L'homme que je suis, en fait. Donc, il y a eu par la suite plusieurs émissions de télévision. Donc, la plus marquante, c'est La Folle Route avec Magloire. Vous vous êtes bien marrés ensemble, non? La France, j'aime la France. La France m'a donné tout ce que j'ai, cette berceau de luxe et de bon goût, en fait. Mais par contre, je ne connaissais pas certains endroits en France.
Et moi, je regardais à l'époque je regardais, tu vois, les infos de PPDA, en fait, et le mari de Nathalie Maquet, en fait. Comment il s'appelle? Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Et j'ai tellement de respect pour Jean-Pierre Pernaut. Et j'ai eu l'impression que je voyageais quand je regardais les infos avec Jean-Pierre Pernaut, en fait. Il me ramène partout en France. Et je disais, mais si on faisait une émission où, au lieu de regarder à la télé, on fait carrément une émission en immersion, tu vois, dans ce que Jean-Pierre Pernaut il est en train de faire. Et j'ai eu cette idée-là, je proposais cette idée à Cécile de Minibus, qui travaillait à l'époque avec Sébastien Corré, qui est un très bon ami. Et Sébastien, il s'est adhéré à cette chose-là. Il a décidé, banco, on va le faire. Il a demandé à une chaîne qui s'appelle CR6 à l'époque, tu vois, de partir avec nous. Et Energy 12 a accepté aussi le concept. Alors Vincent, pourquoi on vous voit moins à la télé depuis quelques années? Vous avez privilégié d'autres activités? Entre le temps, j'en ai fait 2 films. On m'a proposé un opéra rock que je l'ai fait, une pièce de théâtre qui s'appelle Elephant People, je l'ai fait ça. En fait, je voulais absolument faire des choses beaucoup plus sérieuses. Je voulais avoir un vrai rôle, tu vois, d'acteur dans une série télévisée, ou avoir des rôles dans des films, des choses comme ça. Mais malheureusement, les personnes qui écrivent, ou les producteurs, il ne va pas. Encore, c'est la diversité, ça manque en fait. Moi, je choisis, tu vois, de m'absenter et de travailler ou essayer de trouver des choses. Je voulais pas être le gay de service ou le folle de service. Je voulais être à la télé parce que je représentais quelque chose pour quelqu'un et pas tout simplement parce que je devais amuser le galerie parce qu'il manque. Dernière question, Vincent, quels sont vos projets, vos envies pour les prochaines semaines? Wow! Pour les prochaines semaines, normalement, je devais être au théâtre avec Natacha Amal et Gaël Petit. Oui. Je devais être aussi donc c'est reporté. Un mois de mai qui vient de passer dans une pièce de théâtre qui s'appelle Hasta la Vista. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid et avec le confinement? Écoute, les métiers d'artistes ont pris un coup avec tous les cinémas, toutes les salles de théâtre qui sont fermées. Maintenant, comment il s'appelle ça? Le pièce de théâtre qui s'appelle Hasta la Vista va être repoussé en mois de novembre. Tu vois, ça, avec plein de surprises, vous allez adorer. Et je suis en train de travailler avec une autre belle surprise. Je reviens avec Magloire dans une tournée dans la France entière qui s'appelle Disco, où on est en train de présenter, tu vois, le sosie de ABBA, en fait. On espère que vous passerez en Auvergne et on va suivre ça avec attention. On aimerait bien parce que là, je sais que Magloire et moi-même, on a envie de reprendre la folle route parce que beaucoup de gens nous demandent à quel moment on va le refaire. On a vu avec Stéphane Joff, on est en train de parler avec lui et on a aussi parlé avec Cyril Hanouna. Pour voir si on peut commencer à faire ça. Le message est passé. Un grand merci Vincent McDoom. Très bel été ensoleillé. Et à très bientôt. À très très bientôt.